L'agent de police ne voulait pas que le propriétaire de la maison, M. Lancelin, monte à l'étage. Il ne voulait pas qu'il voie tout ça. En effet, peu avant, dans la soirée du 2 février 1933, quand René Lancelin a voulu rentrer chez lui, tout était fermé de l'intérieur et personne ne répondait. Ni sa femme, ni sa fille, ni les deux bonnes, Christine et Léa Papin. Il a même dû faire appel à la police pour ouvrir les portes de son domicile. Et c'est ainsi qu'il a été confronté à la pire tragédie de sa vie. Le commissaire Dupuis dépêchera deux gardiens de la paix ainsi que les greffiers Boutier pour ouvrir le domicile. Comment un tel drame a-t-il pu se réaliser? Pourquoi les deux sœurs ont fait un tel massacre? Quand les policiers sont entrés dans la maison et qu'ils ont été dans la chambre des deux bonnes, ils ont découvert Christine et Léa, nues sous des peignoirs, l'une contre l'autre, couchées sur le lit, le regard vide. Ce que les policiers vont voir cette nuit-là, ils ne l'oublieront jamais. En effet, quand ils sont montés à l'étage dans le vestibule, ils ont découvert Léonie Lancelin, la femme de René Lancelin, ainsi que leur fille Geneviève, gisant dans une mare de sang. Même les murs, les portes, les meubles en sont recouverts. De plus, les victimes ont été totalement défigurées. Il ne reste que du regard de Madame Lancelin ainsi que de sa fille, deux trous béants à la place des orbites. Un œil a même été découvert dans l'escalier. Les victimes ont reçu des coups de couteau sur les fesses, sur les jambes, des morceaux de dents et d'os ont même été retrouvés autour des corps. Elles ont reçu des coups de marteau et elles ont même été ciselées comme des morceaux de viande. Quand les deux principales suspectes, Christine et Léa Papin, vont être découvertes, elles vont se lever de leur lit et l'une d'entre elles va dire « On vous attendait ». Puis elles seront menottées et emmenées pour être interrogées. Au cours des interrogatoires, les deux jeunes filles auraient expliqué leurs gestes par une volonté de légitime défense face à leur patronne. Mais leur discours va laisser transparaître pas mal de lacunes dans leur défense. Les parents de Christine et Léa sont Gustave Papin, fils d'un tisserand de Brette-les-Pins, du nom de Prosper Papin et de Clémence Deré. Mais Prosper, le père de Gustave, n'apprécie pas la relation entre Clémence et son fils, vu la réputation volage qu'elle possède. Clémence était une femme infidèle, peu affective et peu maternelle. Quant à Gustave, c'était un homme violent et alcoolique. Clémence et Gustave se marient le 3 octobre 1901 à Saint-Mars d'Outillier. Puis, le 12 février 1902, ils donnent naissance à leur premier enfant, Emilia. Puis ils déménageront à Marigny alors que Clémence ne voulait pas quitter son village. Elle pensait déjà à ce moment-là au divorce. Mais voilà qu'une prochaine naissance fut annoncée, celle de Christine. Le 8 mars 1905, Christine vient au monde. Mais Clémence, sa mère, ne supportait pas la fatigue et n'était pas du genre à pouponner à ce point-là. Christine sera donc placée chez sa tante paternelle, Isabelle. Isabelle n'avait pas d'homme dans sa vie, trop de déception. Mais elle désirait un enfant, donc l'arrivée de sa nièce était une belle opportunité de choyer un enfant. Isabelle avait été placée à l'âge de 13 ans au service d'une dame âgée. À la mort de cette dernière, le fils de son ancienne patronne lui a laissé une location, et elle travaillait à son service à la caisse ou en salle à son hôtel. Son nouveau patron et sa femme adoraient Isabelle. Le fils de son ancienne patronne était reconnaissant du travail qu'elle avait fait auprès de sa mère et une relation amicale était née. Elle avait un faible revenu, mais assez pour couvrir ses besoins. Christine vivra des jours heureux auprès de sa tante, mais aussi auprès des patrons de l'hôtel qui l'appréciaient énormément et qui la couvraient d'amour également. À la fête au lampion du village, alors que Christine, âgée de 5 ans, s'était rendue aux festivités avec sa tante, l'enfant aurait vu sa mère Clémence dans les bras d'un autre et aurait vu son père surgir pour se disputer avec son rival et sa femme. Les parents de Christine restèrent ensemble suite à cet incident, mais déménagèrent au Mans. Puis une autre naissance fut annoncée, celle de Léa, le 15 septembre 1911. Mais voilà que le père entretenait une relation plutôt suspecte avec sa fille Emilia, alors âgée de 10 ans. Clémence quittera donc son mari après la découverte du viol d'Emilia par Gustave et aussi par le fait qu'il se montrait violent sous alcool. Le divorce est prononcé en 1913 sans que l'inceste soit dénoncé. Clémence alla donc récupérer aussi Christine chez la tante, causant chez la jeune enfant de 7 ans un douloureux souvenir de séparation. Mais Clémence n'a pas l'intention d'élever ses filles quand même. Elle placera la jeune Léa chez son frère et Emilia et Christine dans un orphelinat du nom de Bon Pasteur.
Mais cet orphelinat est surtout une maison de correction. Cette maison de redressement tenue par des religieuses a très mauvaise réputation. Les châtiments et punitions sont réputés sévères et dépassant les limites. Il y avait même à cette époque une menace parentale qui disait « Si t'es pas sage, on t'emmènera au bon pasteur ». Imaginez ce que les enfants subissaient là-bas. À 16 ans, Emilia rentrera dans les ordres et deviendra bonne sœur. Clémence était énervée de cette décision car une de ses filles dans les ordres, c'est du gain en moins car elle voulait placer ses filles au service de famille. Alors, elle récupérera ses deux filles Christine et Léa. Léa aussi, car le frère de Clémence est décédé depuis peu. Alors Léa, âgée seulement de 7 ans et demi, sera obligée de retourner auprès de sa mère. Clémence la placera donc chez les sœurs de Saint-Charles-au-Mans. Quant à Christine, à l'âge de 15 ans, elle fut placée au service de Monsieur Poirier. Sa paye fut reversée en intégralité à sa mère. Mais Clémence, jamais contente du montant de la paye de sa fille, agit en négociatrice, en plaçant sa fille dans différentes familles à chaque fois, quand celle-ci propose de meilleurs salaires. Elle fera de même pour Léa plus tard, récupérant le salaire de ses filles. Mais nous reviendrons dessus. Ces filles ne pouvaient donc avoir des attaches car à chaque fois qu'elles étaient placées dans des familles, à peine le temps de s'intégrer que leur mère les déplaçait dans une autre. Mais Christine prendra le rôle de mère envers sa sœur Léa, la conseillant, l'éduquant et la couvrant de cadeaux. Elle prenait son rôle très au sérieux, elle lui enseignait même les ficelles du métier avant même que Léa travaille, comment se comporter et comment ne pas trahir, la confiance installée entre les patrons et elle. La qualité du travail de Christine était généralement très appréciée, mais ce travail est difficile. Les conditions des domestiques à l'époque sont assez rudes. Les bonnes sont souvent logées dans le grenier dans une chambre, non chauffée, leur liberté et pause se concentrent sur quelques heures le dimanche et les vacances sur le bon vouloir des patrons. Sa mère, après avoir trouvé un nouveau compagnon, en invalidité suite à un accident durant la Première Guerre mondiale par des gaz toxiques, est donc partie travailler à faire du ménage, accompagnée de sa fille Léa, alors âgée seulement de 13 ans, pour qu'elle travaille également. Christine était désemparée de voir sa sœur obligée de faire ce travail à son âge. Plus tard, sous la surveillance de sa grande sœur, Léa sera aussi placée au service de plusieurs familles sous la tutelle de sa mère qui encaissera l'argent du travail de ses filles. Plus tard encore, Christine rejoindra sa sœur Léa au service de Madame Dieuleveux en 1925. Selon le témoignage des différentes patronnes qu'elles ont eues, Christine avait une grande influence sur sa sœur. Puis en 1926, les deux filles sont engagées chez la famille Lancelin. Christine et Léa sont donc embauchées chez la famille Lancelin, qui est composée de René Lancelin, le père, avoué honoraire de métier, ainsi que de Léonie Lancelin, la mère, tous deux âgés de 56 ans, ainsi que de leur fille Geneviève, âgée de 21 ans. Ils ont une fille plus âgée qui est devenue mère et qui ne vit plus avec eux. Léonie Lancelin, la patronne, est plutôt perfectionniste. Elle a certes établi des règles très strictes, comme le fait que les employés ne pouvaient parler qu'à elle et pas aux autres membres de la famille, et aussi qu'elle interdisait toute familiarité entre les employés et eux. Elle avait quand même très bonne réputation, cette réputation d'être juste avec tous ses employés. Christine reçoit 250 francs, puis par la suite 300 francs. Et pour les étrennes, elle reçoit un demi-mois de salaire, un supplément et les pourboires. Les étrennes sont des cadeaux offerts obligatoirement au début d'année, au début du mois de janvier. Mais le travail semblait dur et pas assez convenable pour le travail demandé selon la mère des deux filles. Mais Christine ne voulait pas partir, prétextant être bien traitée et bien nourrie. Léa, elle, recevait 250 francs. Les autres bonnes de Madame Lancelin étaient très contentes de travailler avec la famille. En effet, pour chaque ancien employé, leur départ était tous dus à des mariages ou des problèmes familiaux, etc. Mais toutes avaient gardé contact avec la famille Lancelin et entretenaient même des relations épistolaires. Les domestiques mangeaient à la même table que les maîtres. Elles avaient droit aux boissons illimitées et pouvaient se servir de tout dans la maison. En 1929, Madame Lancelin, aimant le travail effectué par ses bonnes, est intervenue directement auprès de leur mère alors qu'elle avait instauré une règle de non-familiarité, pour que Christine et Léa gardent désormais leur salaire dans leur intégralité. Pour Christine et Léa, Madame Lancelin n'était pas à ce moment-là qu'une patronne, mais une femme qui se souciait du bien et du bonheur de ses employés. Léa et Christine ont reçu ce geste comme une marque d'affection et elles ont commencé à appeler Madame Lancelin « maman » entre elles en cachette. En 1928, un an après que leur patronne ait été voir leur mère pour qu'elle garde leur salaire en entièreté et qu'elle l'appelait « maman cachette », il y a eu un petit incident.
Léa avait laissé tomber un papier par terre. La patronne lui aurait pris le bras, la dirigeant à terre pour lui montrer cet oubli, en lui disant « Ici, un bout de papier ». Léa a donc le soir même raconté sa mésaventure à sa sœur en lui disant que si un incident de telle sorte se reproduisait, elle se défendrait. Le frère de la patronne aurait déclaré « À ma connaissance, ma sœur était tout à fait incapable d'un acte de violence. C'était une personne timide et peureuse. Elle considérait Léa comme une petite fille à peine sortie de l'enfance, et à qui il était difficile de faire comprendre les ordres donnés. Non pas par mauvaise volonté, mais par paresse d'esprit. Il est possible qu'à son égard, pour arriver à lui faire exécuter un ordre, Madame Lancelin ait procédé comme pour un enfant, qu'au besoin, elle l'ait prise par le bras, en lui indiquant du geste ce qu'elle pouvait avoir à faire. Et ce sera le seul incident de cette sorte. Leur patron avait tellement confiance en leur bonne que pendant leurs vacances, elles avaient en charge la garde de la maison du Mans. Tout se passait bien jusqu'en automne 1929, où les sœurs semblaient avoir changé. Les deux filles décidèrent de ne plus avoir de contact avec leur mère Clémence, qui n'a jamais eu d'explication de cette rupture. Au fur et à mesure du temps, les deux sœurs vont devenir de plus en plus sombres et silencieuses et se couperont du monde extérieur, ne faisant que les tâches qu'on leur demande et se retirant dans leur chambre dès qu'elles avaient fini leur travail. Pendant leur interrogatoire, Christine aurait signalé qu'elle n'en pouvait plus des remarques de sa mère et que dès qu'elles se voyaient, leur mère les accablait de critiques. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'elles auraient apparemment développé une intolérance à la remarque. Elles semblaient irritées si réflexion était faite. Pourtant leur mère Clémence semblait tenir beaucoup à ses filles, à ce moment-là, au point que ses lettres étaient de très belles déclarations d'amour. Voici un extrait. « Je vous demande de vos nouvelles. Si vous pouvez m'en donner, je serai heureuse d'en avoir. Mon cœur ne vous oubliera jamais jusqu'à mon dernier soupir. Si la vie qui vous entoure ne vous plaît plus, revenez vers moi. Mon cœur vous recevra toujours. Si vous avez des empêchements à présent pour vous séparer de moi, plus tard revenez à moi, et je serai heureuse de vous recevoir sur mon cœur. Si vous n'avez plus mon adresse, écrivez à la famille à Saint-Mars-d'Outillier. Ils sauront toujours où je serai à travailler. Si vous avez besoin d'argent, écrivez-moi. Je vous en enverrai de suite. Dans la vie, on ne sait pas ce qui nous attend. » Leur mère se montre disponible, aimante et protectrice. Elle ne comprend pas cet abandon. Vers la fin août, à la mairie du Mans, pendant que les Lancelin étaient en vacances, les deux sœurs surexcitées prirent contact avec le maire Arsène Lefebvre. Christine aurait tenu un discours incompréhensible dans lequel elle voulait l'émancipation de sa sœur et disait que leur patron les persécutait, les séquestrait. Elle accusait même le maire de leur nuire plutôt que de les défendre. Le maire alors les enverra vers le commissaire Dupuis. Mais cet événement a pour le maire et le secrétaire général montré la folie des deux sœurs à la mairie du Mans. Ils auraient même déclaré qu'elles étaient piquées. Le maire appela donc le commissaire pour lui signaler l'incident et des accusations des deux sœurs envers la famille Lancelin et lui-même. Le commissaire enquêtera donc et n'arrivera à recueillir aucun élément qui pouvait étayer les accusations des deux filles. Même elles n'arriveront pas à expliquer quel greffe elles avaient contre monsieur le maire. Mais durant son investigation, le commissaire récoltera les témoignages du voisinage. Ces témoignages décrivaient les deux jeunes femmes comme discrètes, repliées sur elles-mêmes. Elles n'avaient pas d'amis et ne sortaient jamais. Au retour de vacances de la famille Lancelin, le commissaire aurait signalé les accusations des deux bonnes envers eux et leur a même conseillé le renvoi de celles-ci, mais les Lancelin ont rétorqué que même si elles paraissaient bizarres, ils étaient contents de les avoir auprès d'eux car elles faisaient un travail remarquable. Léa doit aller faire réparer le fer à repasser en matinée à la maison d'Homé et Boucheret. Le fil est coupé à la sortie de l'affiche de l'appareil et elle doit terminer son travail avec le linge cet après-midi qui attend dans une pièce à l'étage. Pendant que Léa s'empresse à ramener le fer à repasser, sa sœur Christine sera à la boulangerie. Ses patrons ne seront pas là pour manger le soir mais seront là à midi. Mais elle prend des provisions, de pain et autres viennoiseries pour le petit déjeuner de demain. Depuis maintenant 7 ans, la boulangère Madame Lefort sert Christine. Ce qu'elle a remarqué, c'est que même si peu loquace à son habitude, elles discutaient tout de même ensemble à chaque rencontre. Mais ces derniers temps, Christine ne parlait plus et était sombre. Le repas du midi se passe agréablement bien. Le mari ensuite part pour son cercle et Léonie et sa fille partent pour faire quelques emplettes.
Les deux bonnes se retrouvent donc seules pour l'après-midi. Christine aurait dit qu'il y avait peu à faire, peu de vaisselle, puisqu'ils avaient fait des crêpes pour la Chandeleur à midi. À 15h, le fer à repasser était prêt, donc Léa est partie le chercher. À son retour, elle devait juste préparer, en plus du linge, le salon pour la réception du lendemain. Christine s'est mise au repassage et elle expliquera que vers 17h, quand sa sœur est venue la rejoindre avec du linge à faire sécher sur le radiateur, une étincelle a jailli du fer à repasser et la lumière se serait éteinte. Alors après avoir mis le linge en ordre et l'avoir plié, Madame Lancelin et sa fille sont rentrées dans les environs de 18h. Christine descend donc à la rencontre de sa patronne en lui mentionnant la panne du fer à repasser et que c'est la raison de la coupure d'électricité. La patronne répondra « Encore ?» Et là, Christine se rua sur Madame Lancelin, à ce moment-là âgée de 62 ans. Elle saisit alors un pichet d'étain, frappe sa patronne au visage, l'assommant. Sa fille Geneviève s'empressa d'arriver, inquiète du bruit entendu, quand Christine se jeta également sur la jeune femme. Une bagarre éclatera. La fille de Madame Lancelin arrachera une mèche de cheveux de Christine et elle, par coup de folie, tabassera Geneviève, qui commencera à tomber sous les coups de la bonne. Léa aurait déclaré qu'elle serait descendue et aurait vu la fille de Madame Lancelin commencer à succomber sous les coups violents de sa sœur aînée. Et comme à son habitude, elle aurait suivi par la suite les ordres de sa sœur. En effet, Christine lui aurait dit, alors que la mère Lancelin essayait de se relever pour porter secours à sa fille, « Prends-lui la tête et tape-la lui sur le plancher, arrache-lui les yeux !» Léa s'exécuta. Elle copiera chaque geste que sa sœur effectuera. C'est ainsi que Christine arrachera un œil à Geneviève et sa sœur. Léa arrachera les 2 yeux de Madame Lancelin. Il paraîtrait, selon les éléments recueillis, que lors de son attaque, Christine haletait comme un animal et de l'écume blanche sortait de sa bouche comme un excès de rage. Puis elles continuèrent de frapper les victimes avec le pichet d'étain qu'elles se passaient à tour de rôle, jusqu'à ce que leur visage soit totalement défiguré, au point que de la matière grise s'échappait de leur crâne. Puis d'un coup, Christine alla dans la cuisine chercher un couteau et un marteau pour les massacrer selon ses dires. Christine soulève les jupes des victimes et baisse le bas, et s'acharne sur les fesses et la colonne vertébrale de la mère, pendant que Léa la serre les jambes jusqu'à l'os de la fille Lancelin. Puis d'un coup, le silence. Les 2 sœurs se lèvent, vont se laver et entendent sonner à la porte. C'est René Lancelin qui vient chercher sa femme et sa fille. Les 2 sœurs montent dans leur chambre, elles s'habillent avec leur peignoir et ferment leur porte. Le mari, inquiet de voir que personne ne lui répond ni lui ouvre la porte, appelle le commissariat et comme je vous l'ai expliqué au début, c'est ainsi que le mari et les policiers vont découvrir ce massacre traumatisant. Les 2 sœurs ont essayé à ce moment-là de justifier leur acte en disant que leur patronne avait essayé de les frapper et qu'elle se serait juste défendue. Les 2 sœurs seront emmenées au poste pour l'enquête. Le 3 février, Christine s'attaque à une des surveillantes de prison car sa sœur et elle devaient dormir séparément. Elle aurait égratigné son visage tout en lui disant « Vous êtes la complice de la justice, mais vous nous paierez cela plus tard. » Dès le 5 février, les 2 sœurs entament une grève de la faim qui s'arrêtera au moment où la décision de les faire manger ensemble a été prise. Et après cela, elles ont mangé normalement. Christine et Léa maintiennent leurs accusations comme quoi c'est leurs patronnes qui ont commencé les hostilités, mais le rapport médical explique que les victimes ont été attaquées par surprise. Voilà ce qu'on peut lire dans ce rapport. Pour Madame Lancelin, sa montre est arrêtée à 7h22. Les globes oculaires ont été déposés à ses côtés. Le cuir chevelu a été scalpé sur une zone de 9 à 7 cm. Sous le lambeau, l'os du crâne est mis à nu. On y trouve incrustés des éclats d'étain, des dents arrachées, de la bouillie de matière cérébrale et de sang. On ne reconnaît ni joue, ni orbite. L'oreille est sectionnée, pas de traces de violence sur les membres inférieurs. Mademoiselle Lancelin, sa montre est arrêtée à 7h47. Blessure aux fesses et à la face postérieure des 2 jambes, qui sont lardées de coups de couteau. Plaies qui ont peu saigné, donc faites sûrement après la mort. Face méconnaissable. Menton lardé de coups, la muqueuse de la lèvre supérieure de la joue droite est coupée. L'os maxillaire supérieur fracturé, incisive arrachée et incrustée dans le cuir chevelu. Plaies au crâne qui vont jusqu'à l'os. Pour les membres supérieurs, la main gauche est crispée sur une mèche de cheveux bruns.
échymose sur les mains et la pulpe du pouce gauche est sectionnée. Plaie à tous les doigts. En ce qui concerne les membres inférieurs, le pantalon est baissé sur les cuisses et les jupes relevées sur les reins. Entre les cuisses, une garniture féminine. Fesses avec éraflure parallèle de 5 à 4 cm. Fesses gauche, 5 éraflures dont la supérieure au niveau de la région sacro-iliaque. 2 plaies de 10 cm profondes jusqu'aux muscles, allant même jusqu'à l'ischion, mis à nu. Les jambes, la face postérieure des 2 côtés est lardée de coups de couteau, 5 jusqu'à l'os, 4 pour l'autre. Puis le docteur Chartier conclut son rapport en disant ceci. Il n'y a pas de traces de blessures chez les inculpés, donc il n'y a probablement pas eu de lutte. Les premiers coups ont été violents, les victimes ne se sont pas défendues, elles ont été assaillies par les 2 sœurs, tuées presque sans lutte avec acharnement et raffinement de cruauté. Pendant son incarcération, Christine se montre violente et dérangée. Elle agresse même d'autres détenus. Une d'elles aurait déclaré qu'elle avait vu Christine crier en réclamant sa sœur, mais aussi son mari et son enfant. Elle l'aurait vu embrasser la terre et faire le signe de croix avec sa langue, et même essayer de se crever les yeux. Elle aurait agressé sa codétenue, qui essayait de l'en empêcher en lui mordant sa main droite. Cette codétenue du nom de Lucie Tessier lui aurait tordu le nez pour lui faire lâcher sa main et lui aurait mis 2 gifles avant que la surveillante n'arrive et lui mette une camisole de force. Cet incident a bien été signalé. De plus, Christine aurait fait plusieurs crises de folie, où elle disait des choses obscènes en relevant sa jupe devant les autres détenus ou surveillantes. La surveillante chef de la maison d'arrêt aurait même écrit au juge d'instruction, le 12 juillet 1933, lui expliquant que Christine était surexcitée et qu'elle lui avait même mis la camisole de force pour éviter qu'elle s'arrache les yeux, et que Christine aurait dit qu'elle arracherait les yeux de monsieur le juge, du maître Brière et des surveillantes. Une autre détenue, Raymonde Leget, aurait également expliqué. Il y a bien un mois que Christine Papin, qui est détenue avec moi, est sujette à des crises de violence, au cours desquelles elle crie, elle hurle et cherche à mordre celle qui se trouve dans son voisinage. Elle a de l'écume aux lèvres et tient des propos obscènes et relève même ses robes. Je l'ai vue qui voulait s'arracher les yeux. Nous avons été obligés d'intervenir, de lui écarter les mains de la figure et les surveillantes ont été obligées de lui mettre la camisole de force. Actuellement, elle ne fait plus que prier, se mettant à genoux, faisant des croix avec sa langue sur le sol et sur les murs et sur le placard, ce qu'elle a commencé à faire il y a 3 semaines. Elle se serait calmée quand la surveillante aurait ramené sa sœur Léa lui rendre visite. Voici ce que l'on peut lire dans le procès verbal. Elle lui a enlevé sa chemise et l'a serrée à l'étouffer. Puis s'étant assise sur l'invitation de la surveillante sur le bord du lit avec sa sœur, elle a enlevé sa chemise. Dans un état d'exaltation croissante, elle lui disait « Dis-moi oui, dis-moi oui !» Elle avait des yeux effrayants et demandait à la surveillante de la laisser seule avec sa sœur. Elles ont été séparées. Christine est venue avec nous à l'atelier, où elle a paru se calmer. C'est tout ce que j'ai vu. Puis Christine demeura avec la camisole, mais calmée, jusqu'à ce qu'elle fasse ses aveux au juge. Voici ses aveux. J'ai demandé à vous voir pour rectifier mes explications. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Quand j'ai attaqué Madame Lancelin, celle-ci ne m'avait pas provoqué. Je lui ai demandé, quand je l'ai trouvée sur le palier, si elle voulait réparer mon fer électrique. Je ne sais pas ce qu'elle m'a répondu, mais j'ai été prise d'une crise nerveuse et je me suis précipitée sur elle sans qu'elle s'y attende. Je ne me rappelle pas bien d'ailleurs comment tout s'est passé après le crime. Je n'ai pas voulu dire exactement ce qui s'était passé parce que nous avions convenu, ma sœur et moi, de partager également les responsabilités. Mais je viens d'avoir une crise pareille à celle que j'ai eue quand j'ai frappé Madame Lancelin et j'ai une sorte de rappel, de mémoire, où des détails me sont revenus. J'ai tenu à vous en faire part de suite. Puis ce fut le tour de Léa qui expliquera. Ma sœur était énervée par le détraquement du fer et c'est ainsi qu'elle est entrée en fureur. Je ne l'avais jamais vue dans cet état-là et j'ai cru tout d'abord qu'elle avait été attaquée. Elle m'a expliqué ensuite que c'était parce qu'elle était en colère qu'elle s'était jetée sur Madame Lancelin. Et voilà que le jour du procès arriva le 29 septembre 1933. Christine et Léa, coiffées d'un chignon, ont le regard baissé. Christine a le regard vide et ne lèvera pas du tout les yeux lors de son procès, alors que Léa semble assez apeurée. Elles sont obéissantes et font exactement ce qu'on leur dit dans un calme extrême. Lors de ce procès,
L'enfance des inculpés est divulguée. On parle aussi des conditions de travail des bonnes, la relation qu'entretenaient les patrons et les employés, le déroulement des meurtres, le rapport d'autopsie qui d'ailleurs provoque de l'effroi chez les personnes de la salle d'audience. On peut lire dans un extrait de la Sarthe du 29 septembre 1933 l'échange entre le président et Christine. Madame Lancelin a-t-elle avancé la main pour vous frapper? Dites oui ou non. Non. Elle s'est bornée à vous dire. Encore. Elle n'a rien dit, c'est moi qui l'ai attaquée. Vous avez pris le pot d'étain et vous avez frappé Madame Lancelin à la tête. Est-ce cela? Je l'ai alourdie. Madame Lancelin s'est écroulée. Mademoiselle Lancelin est arrivée. Vous a-t-elle saisi par les cheveux? C'est moi qui l'ai attaquée. Après avoir abattu la mère, vous avez voulu abattre la fille. Celle-ci a essayé de se défendre, puisque c'est vous qui l'aviez attaquée. Elle s'est défendue. Est-ce à ce moment que votre sœur est arrivée? Elle était à côté de moi. Et voici l'échange que Léa aurait eu avec le président. J'ai arraché les yeux à Madame Lancelin. Quand votre sœur a vu que Madame Lancelin voulait se relever, est-ce elle qui vous a dit « arrache-lui les yeux » ? Oui, Vous vous êtes précipité. Vous l'avez assommée en lui frappant la tête sur le parquet. Et vous lui avez arraché les yeux. Comment? avec les doigts. J'ai parlé tout à l'heure de l'affection qui vous unissait à votre sœur. Avez-vous entendu la question que je lui ai posée? Je vous la pose maintenant. Votre sœur prétend que vos relations n'avaient rien d'anormal, qu'elles étaient basées uniquement sur un sentiment familial. Il ne s'est rien passé de plus entre vous? Non, J'ai parlé de relations d'ordre sexuel, de rapports amoureux. Il n'y avait rien de cela? à cette question, Léa ne répondra plus rien sur ce sujet. Un scandale éclata dans les journaux. Même des études sociologiques seront faites pour analyser les conditions de travail des domestiques à l'époque. Des rumeurs de maltraitance sur Christine et Léa se sont répandues et ont été reléguées par la presse comme détectives ou l'humanité, au point que la famille Lancelin a dû se constituer partie civile pour faire taire ces accusations. Des anciennes employées des Lancelin témoigneront même. Voici un extrait de la déclaration de l'une d'entre elles, Augustine Corbillon. Je suis entrée au service de Monsieur et Madame Lancelin aussitôt après mon mariage. Je suis restée environ 10 ans. J'y étais très bien, et n'ai nullement à me plaindre, considérant que c'était de très bons maîtres, me commandant très gentiment, et quand il y avait lieu, me faisait des observations amicalement. Quant aux examens psychiatriques menés sur les deux jeunes femmes, tous se contredisaient. Les experts Pierre Schutzenberger, Victor Truel et Jacques Baruch ont considéré le crime comme une crise de colère, dégénérée en fureur par deux sœurs parfaitement saines d'esprit. Le docteur Logre, quant à lui, conteste ses collègues. Il insiste sur l'effet d'entraînement du crime à deux et soulève plusieurs thèses d'anomalie mentale, la persécution, la perversion sexuelle, l'épilepsie ou l'hystéroépilepsie. Le 29 septembre 1933, après 40 minutes de délibération, le verdict est prononcé pour Christine Papin qui le reçoit agenouillée. Elle est condamnée à mort pour double meurtre et Léa Papin à 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration, au Mans. L'aîné est gracié par le président Albert Lebrun le 22 janvier 1934 et sa peine commuée à une peine à perpétuité. Christine Papin est alors transférée à la prison de Rennes où elle sombre dans un état dépressif avec refus de toute alimentation. Elle est hospitalisée le 25 mai 1934 à l'asile public d'aliénés Saint-Méen de Rennes où on découvre qu'elle souffre de schizophrénie. Le plus souvent, prostrée, immobile, muette, ne s'alimentant plus, elle y meurt le 18 mai 1937 de cachexie vésanique à l'âge de 32 ans. Alors cette schizophrénie n'a pas été détectée au moment du procès. Est-ce que les investigations médicales ont bien été faites ? On ne le saura jamais. Léa Papin, quant à elle, retrouve sa mère à sa libération en 1943. Elle travaillera des dizaines d'années comme femme de chambre dans divers hôtels du Grand Ouest. Puis pendant sa vieillesse, elle est recueillie à Nantes, au 13 de la rue d'Aubray, par un couple qui l'a fait passer pour une troisième mamie à leur enfant. Elle meurt le 24 juillet 2001 à l'âge de 89 ans, sans être jamais mariée, ni avoir eu d'enfant. Après la mort de Christine, beaucoup ont pensé qu'on avait condamné de folle et que les experts psychiatriques s'étaient trompés. Mais en tout cas, cette affaire reste une des plus choquantes de cette époque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche,
à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Bye bye, see you soon in your nightmare.